Bonjour à tous. Un grand merci d'être là aujourd'hui pour ce dialogue en humanité et plus que jamais en humanité. On a hésité à maintenir ce dialogue avec les événements qui viennent de se dérouler à Paris il y a à peine 3 jours. Je crois que nous avons tous été très touchés. Alors, avant d'y revenir, je voulais quand même vous présenter très brièvement Edgar Morin, immense penseur de la complexité, professeur émérite, directeur de recherche au CNRS, mais surtout ici, grand résistant, grand penseur de la place publique à la Zola, et puis grand goûteur de la vie. Merci pour cette envie de lire, de penser, et ce plaisir du cinéma que vous nous donnez toujours. Patrick Vivray, philosophe, également conseiller à la Cour des comptes, spécialiste des indicateurs de richesse, mais aussi et surtout chantre du buen vivir, de toutes les forces vives et grand passeur, grand fédérateur d'énergie. Et puis Nicolas Hulot, d'abord merci, qui nous a donné tellement envie de découvrir la planète, de se balader, de la parcourir. Et aujourd'hui, donc envoyé spécial pour la protection de la Terre pour le président Hollande, et au cœur de la COP 21 qui commence dans quelques jours. Et avec sa fondation, Osons, ce petit livre qui est un vrai plaidoyer, un vrai coup de cœur et qui donne à la fois des axes pour les chefs d'État, mais aussi des petits gestes, des aides pour chacun d'entre nous, citoyens. Alors, avant de vous laisser tout de suite la parole, je voulais revenir sur l'état de sidération dans lequel nous sommes encore. Nous, des membres même de l'équipe technique, ont été touchés. Je crois, Edgar, que des proches de vous étaient dans ce Paris du 10e, 11e, à la fois très populaire, mais aussi la symbolique est forte, avec beaucoup, on voit aujourd'hui dans les victimes de cet attentat, des personnes qui étaient très liées à l'écologie, qui étaient des citoyens engagés, qui travaillaient chaque jour pour un plus grand et un meilleur vivre ensemble. Donc on a décidé de maintenir ce dialogue, pour le dédier à la créativité, à la bienveillance, au plaisir d'être ensemble, et puis aussi très concrètement pour essayer de réfléchir, de trouver des mots pour pouvoir se lever et tenir debout dans les jours qui viennent avec la COP 21 qui est un immense rendez-vous pour l'humanité. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Patrick. Je crois que tu disais il ne faut pas avoir peur de la mort parce que la mort nous montre ce qu'il y a de plus essentiel. Alors, j'ai le sentiment qu'on est exactement à ce moment-là. J'étais à Marseille il y a 2 jours pour une rencontre dont le thème était transformation personnelle et transformation sociale, qui était un des grands thèmes d'un des forums sociaux mondiaux de Porto Alegre. Et évidemment, on a commencé par la situation post-attentat, et j'avais proposé de prendre un temps, d'abord un temps personnel, de quelques minutes, et puis ensuite un temps d'échange avec ses voisins autour de la question « Qu'est-ce que cette situation tragique nous a appris d'essentiel ?» Et ça nous a donné tout de suite un matériau d'une exceptionnelle richesse. Parce que, évidemment, les éléments essentiels qui sont sortis, c'est par exemple la question de la fraternité, de l'amour, de la beauté, de tout ce qui donne sens, tout ce qui fait valeur, mais au sens fort du mot valeur, c'est-à-dire le sens de force de vie. Et évidemment, quantité d'éléments qui traditionnellement sont importants dans nos sociétés, tels que la richesse matérielle, paraissaient totalement dérisoires dans cette situation. Qui a parlé de chiffrer les dégâts du Bataclan ou des restaurants qui ont été touchés? On est tout de suite conduit à l'essentiel. Et ce qui était frappant, c'était que, en même temps qu'on avançait sur l'essentiel révélé par la face noire de la tragédie, on avançait aussi sur l'essentiel du côté du meilleur,
C'est une phrase très belle de Jacqueline Kellen qui a été un moment clé de l'échange, quand Jacqueline Kellen, reprenant la plupart des grandes traditions de sagesse et de spiritualité, dit « Il y a 3 portes vers l'essentiel, la porte de la beauté, la porte de l'amour et la porte de la souffrance. Mais faute de savoir ouvrir la porte de la beauté et la porte de l'amour, les collectivités humaines se condamnent le plus souvent à n'apprendre l'essentiel que par la porte de la souffrance. » Mais une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris, par exemple, des personnes ont dit, moi, à cette occasion, j'ai téléphoné à des amis, j'ai téléphoné à mon frère, j'ai téléphoné à des personnes avec qui j'étais en lien, mais avec qui je ne leur disais pas des choses essentielles, je leur ai simplement téléphoné pour leur dire à quel point elles comptaient pour moi. Une fois qu'on a compris ça, après avoir ouvert la porte de la souffrance, rien ne nous empêche de le faire par la porte de la beauté, par la porte de l'amour, par ce qu'on pourrait appeler des épreuves de joie. Il n'y a aucune raison que le verbe éprouver soit utilisé uniquement dans le sens de la souffrance. Il peut aussi s'éprouver du côté de la joie profonde. Et à ce moment-là, ça donne effectivement des pistes pour répondre du côté de l'éros, du côté de la valeur force de vie, face à ces logiques mortifères. Gare peut-être sur ces événements, sur la manière, qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui et comment on peut en faire quelque chose justement. Bon, tout d'abord, je veux lier ce que je vais dire à ce que vient de dire Patrick, parce on a bien vu, aussi bien le 11 janvier que, disons, il y a quelques jours, se manifester solidarité, plus que ça, fraternité, dévouement. Et du reste, nous savons que souvent, quand des grandes catastrophes, des gens qui semblent fermés, isolés, chacun sur soi, se découvrent brusquement solidaires. Il y a eu un grand tremblement de terre à Mexico où il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons tous, virtuellement en nous, cette capacité de fraterniser, d'aimer, d'aider. Et du reste, aujourd'hui, il y a des études éthologiques qui montrent que chez les chimpanzés et chez d'autres animaux, il y a le sens du dévouement aussi pour autrui. C'est quelque chose qui est très profond en nous. Mais ça retombe. Et ça retombe. Patrick a eu l'idée après le 11 janvier qu'on pouvait maintenir cette fraternité. Non, on n'a pas pu la maintenir. Et je pense que c'est le grand problème. Comment, dans une société où, dans le fond, les formes traditionnelles, anciennes de solidarité fonctionnaient avec la grande famille, avec le village, avec le quartier, avec les voisins, comment ces formes ont disparu, peuvent renaître que chaque fois qu'il y a une catastrophe, un accident, et retombent. Donc, c'est vrai qu'il y a un long chemin à faire dans ce que Patrick vient d'appeler la transformation personnelle inséparable de la transformation sociale. Bon, cela étant dit, ce que ça dit sur notre société, d'abord c'est ce que ça dit sur notre monde, car finalement, voici un conflit en Syrie qui dure depuis plusieurs années, qui a commencé en guerre civile, du reste guerre plurielle, puisque les opposants au pouvoir dictatorial étaient très différents. Il y avait des démocrates, des intégristes et des religieux. Et puis cette guerre, les partenaires se sont multipliés. Il y a eu les interventions extérieures, il y a eu l'Hezbollah qui est venu du Liban. Il y a eu les interventions iraniennes, il y a eu les interventions américaines, il y a les Turcs qui sont intervenus contre les Kurdes, enfin bref. Et aujourd'hui, nous devons voir que c'est une sorte de cancer planétaire qui répand ses métastases et que dans le fond, c'est au cours de cette guerre atroce qu'une force a surgi
d'un type nouveau, puisqu'elle voulait s'installer sur un territoire et créer un califat, c'est-à-dire le Daesh, et que ce Daesh est devenu, dans le fond, doit être considéré comme aujourd'hui l'ennemi principal de l'humanité. C'est-à-dire, bien entendu, il y a beaucoup de barbares, hein, y compris qui se battent en Syrie. Nous-mêmes, nous avons pas mal de barbarie, mais eux, ce sont les plus barbares. Et la première leçon pour moi, que je tire, et ça n'a pas besoin d'être Clausewitz pour le penser, quand on a un ennemi principal, il faut l'isoler. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut gagner la guerre contre le Daesh en gagnant la paix en Syrie et en Irak, c'est-à-dire à ce que les différents partenaires s'entendent pour un cessez-le-feu. C'est ça le préalable absolu pour calmer le jeu, etc. Car nous avons, bien entendu, avec les événements, le fait que le Daesh s'est installé en France. Ce n'est pas seulement qu'il a envoyé des attentats, il est installé. Bon. Alors, là-dessus, nous avons un très grave problème. C'est un problème de concilier la liberté et la sécurité. Nous avons un paradoxe, Thérèse, que nous a donné l'exemple de l'Angleterre. En 2005, l'Angleterre a fait une loi qui s'appelle Prevent, pour prévenir après des attentats qui ont eu lieu en 2005. Et cette loi a eu un résultat tout à fait ambigu, parce qu'ils ont voulu à la fois favoriser la communauté qu'ils ont appelée musulmane, cette immigrée, mais en même temps introduire des dispositifs de contrôle et de sécurité. Et c'est-à-dire que finalement, d'après la recherche qui a été faite, ces mesures, dans le fond, n'ont pas réussi à intégrer à fortifier l'identité britannique de ces gens-là, d'origine immigrée, mais à plutôt fortifier leur identité non britannique, non musulmane. Il y a un problème politique très difficile quand on dit on va faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois que dans une telle conjoncture, regardez aussi, je pense que l'Angleterre, c'est très intéressant. C'est l'Angleterre, elle a eu pendant des dizaines d'années un terrorisme de l'IRA, c'est-à-dire des attentats faits par une minorité catholique irlandaise. Elle n'a jamais pu résorber ce terrorisme. Il s'est résorbé après négociation. Bon, même quand vous avez une répression très forte, comme la Gestapo, comme nous avons eu en France sous l'occupation, évidemment, ça multiplie les arrestations, les exécutions, mais en même temps, ça multiplie les combattants et les martyrs et ceux qui veulent venger les morts. Donc, si vous voulez, le problème est assez difficile. Et je pense que si il n'y a pas, le jeu n'est pas calmé d'abord en Syrie, au Moyen-Orient, si un certain nombre de grands problèmes touchant le monde arabo-musulman ne progressent pas, ce qui prendra du temps, on a affaire à quelque chose qui va durer en France, d'ailleurs, ce que disent les officiels, mais ça va être effectivement très grave. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans une conjoncture normale. Nous sommes dans une conjoncture où il y a peur, l'angoisse du futur, l'angoisse du présent, une tendance à chercher des boucs émissaires et à chercher chez l'immigré, chez les musulmans, le coupable, l'ennemi, le danger. Donc nous avons à faire un grand travail d'intelligence de la complexité du problème et de garder à la fois l'humanité, la liberté et le problème de la rigueur dans ce qui est la détection de ceux qui veulent faire des attentats. Personnages d'autant plus dangereux que ces personnages sont prêts à se tuer eux-mêmes, n'est-ce pas? Et ce sont des kamikazes, des suicides. Donc, c'est ça qui va être important, sauvegarder nos libertés, sauvegarder notre société et l'empêcher qu'elle se referme, qu'elle se durcisse et qu'elle devienne une société autoritaire. Voilà. Maintenant, j'arrête parce qu'on n'est pas là pour discuter de ce problème. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on dise quelques mots. Et je termine en disant attention à ce qu'un danger ne cache pas un autre danger. C'est-à-dire que le danger aujourd'hui
de ces actions, de cette guerre nouvelle, ne cache pas le péril énorme que, disons, la dégradation de la biosphère pèse sur toutes les parties de la planète, parce que déjà, par exemple, le réchauffement climatique, qui est quelque chose qui nous mobilise aujourd'hui et sur lequel Nicolas a fait une action tout à fait hardie et méritoire, que ce réchauffement, déjà, on a tendance à l'isoler des autres problèmes écologiques, c'est-à-dire de l'agriculture industrielle qui pollue tout, de la déforestation, des pollutions urbaines, etc., etc. Il y a un problème multiple et global. Et c'est un élément important de ce problème multiple et global, mais on doit montrer que ce péril est lié à tous ces périls écologiques. Maintenant, je pense que nous devons maintenir, puisqu'on a maintenu tout à fait l'idée de cette réunion de la COP21, on doit maintenir cette vigilance et donc je suis maintenant et je suis prêt donc à participer à la suite de ce débat. Il y a quelque chose dans la sidération qui est terrible, c'est que toutes les forces de vie qui œuvrent pour un monde différent, qui étaient à l'œuvre avant cet événement, se disent, et pour en faire partie, on fait bien peu par rapport à l'immensité de la tristesse. Donc on est dans une forme d'impuissance, et c'est bien une question de mise à l'échelle de nos petits éléments de lumière qui est en question. Et depuis 4 jours maintenant, on essaye de nous dire et de valoriser le fait de résister. Mais on résiste contre qui et on résiste contre quoi? C'est un peu ce désarroi aussi qu'on a dans cette aventure. Et puis, en creusant, en tournant, en parlant beaucoup, on commence à sentir quelques lueurs. Cet commentaire de New York Times qui disait en quoi l'art de vivre à la française était une belle résistance. Et ça, se mettre à un troquet avec des amis et recouvrir même des amis à cette occasion est une forme de résistance. Et parmi les plus belles, cet art de vivre dont tu parles à la bonne heure. Et qu'est-ce qu'on peut aller faire encore de plus efficace? Il y a quelque chose qui s'est révélé ces temps-ci dans les dialogues. Sylvain Lapoix, celui qui a lancé le hashtag Porte Ouverte, en a parlé aussi récemment à la télévision. On peut projeter le dessin d'Élix qui résume assez bien cette aventure. C'est que peut-être au cœur de tout ça, il y a un grand problème qui est cette culture noire, finalement, du pétrole et de cette société finalement fossile qui engendre une génération fossile. Cet élément-là, l'or noir, symboliquement dans les ténèbres quand même, qui est lui-même le produit de la mort, de la vie de la préhistoire et bien avant, de tous ces dinosaures et de tous ces feuillus, on l'utilise encore pour nous tuer à petit feu, par l'air, par les particules fines, par l'effet de serre, mais aussi en finançant un certain nombre d'abjectes pensées mortifères. Donc, est-ce que la COP21, cette promesse de dépasser ce système-là, ce n'est pas justement une clé qui parle aussi de notre sujet? L'avenir le dira. C'est en tout cas une occasion inespérée, magnifique si on sait la saisir. J'aurais juste, pour compléter et en même temps répondre à votre question, René Char disait l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. C'est quand même cher payé pour revenir à l'essentiel. C'est cher payé pour que l'humain, tout d'un coup, ressurgisse. Et ce que l'on peut souhaiter, comme l'avaient souhaité Edgar et Patrick après ce qui s'était passé début janvier, c'est que cette fois-ci, l'humain ne redisparaisse pas. Ce que nous avons de meilleur en nous. Et ne serait-ce que pour que les gens qui ont laissé leur vie ne soient pas morts pour rien. On est, je ne sais pas si on est sidéré, on est effrayé. Et d'ailleurs, il faut résister à 2 choses, la peur, la haine et la fatalité. Voilà, ça c'est clair. C'est au moins la seule chose que l'on peut tenter de faire. Sidéré, ça peut paraître très prétentieux, je ne le suis pas. Je m'étonne même que tout ça ne soit pas arrivé plus souvent, parce que nous avons laissé enfler une bête immonde. Et je pense que le cœur aussi de la démocratie, c'est d'accepter que le mal n'est pas toujours extérieur à nous. Pas du tout pour nous culpabiliser. Rien ne légitime ce qui s'est passé.
Mais si nous voulons nous extraire de ça et avoir une petite chance que l'humanité l'emporte sur la barbarie, il faut sans concession dérouler les racines de l'histoire. Voilà. Et puis, sans concession, accepter que nos reniements, nos renoncements, nos petites lâchetés, nos petits égoïsmes, cette tendance à ce que justement le superficiel l'emporte toujours sur l'essentiel, a peut-être une petite responsabilité dans cette situation-là. Je dis ça parce que si on se contente simplement de penser que c'est un événement isolé, si on se contente simplement de nommer les choses en disant c'est du terrorisme, donc une forme de folie, mais si on n'essaie pas de comprendre comment on en est arrivé à ce stade, comment certains ont développé une telle haine à notre égard au point de sacrifier leur vie et d'en détruire d'autres. Et si nous n'esquivons pas ce rendez-vous critique que nous avons avec nous-mêmes, si ce n'est pas simplement une réponse technologique, évidemment nous aurons besoin de nous affranchir des énergies fossiles, mais s'il n'y a pas une interrogation intime pour comprendre comment nous en arrivons là, comment à un moment ou à un autre, ce couple qui s'était formé dans la modernité, avenir et progrès, s'est dissocié, comment nos intentions nous ont échappé. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que la COP21 ne peut pas être simplement un rendez-vous politique. Je crains qu'il le soit. Mais c'est aussi un moment où on doit, comment dire, nous relier avec le sens, partager une vision et peut-être penser, parce que tout d'un coup, toutes nos petites différences que nous entretenons à foison, avec gourmandise, gauche, droite, laïque, religieux, musulmans, catholiques, riches, pauvres, mais j'espère qu'elles vont nous sembler dérisoires, indécentes, et qu'on va se voir effectivement comme cette petite famille humaine, et qu'on va être capable de se doter d'un état d'esprit universel, et de penser ensemble, de se projeter ensemble, et d'imaginer la planète comme un espace de solidarité. Voilà. Moi, c'est ce que j'espère que ça va... Vous savez, il y a une humanité silencieuse, invisible, que les uns et les autres, nous avons, je l'espère, rencontrée dans nos différentes expériences. Il y a une très belle humanité et elle est majoritaire. Celle qui nous affole, celle qui pille, celle qui tue, celle qui spécule, n'est pas un échantillon représentatif de l'humanité. Et moi, je veux que ces événements permettent à l'autre humanité de l'emporter définitivement. L'humanité aux deux sens du terme. Communauté humaine et sentiment majeur. Oui, alors Nicolas, comment on peut faire justement pour être très concret, pour que cette belle humanité puisse se lever, se montrer, être beaucoup plus visible? Parce que on a vu en 2 ou 3 jours, malheureusement, même l'union sacrée est partie en éclats. Donc ce qu'on voit, ce qu'on entend en plus dans les médias majoritaires, c'est plutôt un effritement, une critique, des comportements assez régressifs dans l'ensemble. Donc chacun d'entre vous, sur cette question de comment faire, de comment réveiller les consciences, de comment partager cette envie d'une humanité, voilà, moi j'aimerais beaucoup vous entendre tous les trois sur cette question très très précise et à ce moment extrêmement précis. Je dirais de la manière la plus simple possible, au quotidien, en résistant à l'amalgame, en résistant à la rancœur, en redonnant du sens aux choses, en poursuivant ce dialogue. Mais ce dialogue, je dirais, le plus simple possible, simplement en me rendant ici, je n'ai jamais eu autant de petits gestes comme ça, passés. Voilà. Tout d'un coup, on redevient humain. Et ça, il faut le prolonger et avoir du discernement. C'est très, très, très important. Et le faire autour de soi. Alors, si on a la possibilité d'influer, de rayonner dans une sphère plus large que la sphère de l'intime ou familiale, faisons-le. Mais résistons, encore une fois, comme Edgar nous l'a appris, comme Stéphane Hessel nous l'ont appris, justement, à cette tentation de caricaturer. Voilà. Et soi-même, faisons notre propre autocritique. Oui, à l'idée comment, on peut d'abord répondre qu'il n'y a pas de solution immédiate. Il y a, disons, des pistes, il y a des orientations. Et d'ailleurs,
c'est vrai que dans ce mot résister, il y a quand même une part importante de ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut résister à la peur. Il faut résister aux folies, aux délires auxquels nous entraîne souvent l'angoisse. Il y a une pathologie politique qu'on en a vu en Allemagne hitlérienne, qu'on a vu dans d'autres circonstances, et qui nous menace aussi aujourd'hui d'une autre façon. Et là aussi, je pense à quelque chose que vient de dire Nicolas. Ce mot terrorisme, il est trop vide. Il indique la terreur que nous avons, nous, devant des gens qui sont des meurtriers, des assassins capables de se tuer en tuant. Mais c'est un mot qu'il faut interroger parce qu'on ne naît pas terroriste. Et en ce moment, du reste, on passe en France un film admirable qui est Une jeunesse allemande et qui nous montre comment des jeunes gens de bonne volonté qui étaient animés par un sentiment de haine contre le nazisme de leurs parents, qui cherchaient le contact avec le peuple, comment ce groupe de gens, avec cette femme étonnante qui était Ulrich Maillot, a glissé insensiblement. D'abord, ils sont allés à la conviction qu'il fallait réveiller la classe ouvrière. Pour la réveiller, ils ont fait des manifestations dures contre la police. Ils sont arrivés à l'idée qu'il fallait faire des attentats pour eux. Et bref, ils sont entrés dans un monde halluciné. Et dans le fond, tous les gens qu'on appelle terroristes, que ça a été les brigades rouges, que ça a été les terroristes pendant les guerres d'indépendance, il y a eu parce qu'il faut dire qu'il y a eu des terroristes aussi bien quand il y avait la lutte pour Israël et que Begin était terroriste, et puis il y a eu pendant un temps Arafat, en Algérie, il y a eu il y avait aussi du terrorisme. Mais ce mot terrorisme vient à un moment donné, c'est d'un fanatisme terrible, mais dont on peut sortir. D'ailleurs, parmi les jeunes qui reviennent de Syrie, il y en a de deux types. Il y a ceux qui reviennent consolidés dans leur fanatisme et ceux où une fenêtre s'est ouverte, ils ont compris, on dit, mais on est des fous. Moi, j'ai connu beaucoup d'anciens brigades rouges qui après m'ont dit, mais on était complètement fous. On n'était pas... Et dans le fond, il y a un problème, donc, à la source, à l'éducation, à prendre... Ce qui manque dans notre système d'éducation, et surtout aussi pour ces jeunes des banlieues, c'est d'enseigner la complexité de la réalité humaine, c'est d'enseigner que tout n'est pas rose ou tout n'est pas noir, c'est d'enseigner d'affronter les difficultés de ce monde. Et alors, aussi, c'est de régénérer disons, quelque chose qui est notre humanisme et qui tend toujours à se figer en parole. Qu'est-ce que c'est régénérer? C'est que le véritable humanisme, c'est pas celui c'est celui qui reconnaît l'autre dans sa dignité, sa qualité humaine. L'humanisme, c'est de reconnaître que les gosses qui sont condamnés à être des délinquants, que ce soit à Medellín, dans les favelles ou même dans nos banlieues, eh ben, si on réussissait à les reconnaître dans leur humanité, ils échapperaient à ce sort, comme je l'ai vu à Medellín, comme je l'ai vu dans des favelles au Brésil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais on ne les fait pas, on ne les pense pas. Il y a une crise de la pensée, notamment de la pensée politique. Et c'est vrai aussi qu'il faut chercher, non pas dans les politiques officielles, dans les partis, mais dans la vie de nos concitoyens, des forces et des ressources. Parce que nous voyons partout en France, comme du reste dans le monde, des forces créatrices qui veulent un autre monde, une autre vie. Parce que dans ce monde, là aussi, qui est dominé par le calcul, par l'intérêt, par la finance d'un côté, et par l'autre barbarie qui gagne, c'est-à-dire la haine d'autrui et le mépris d'autrui, dans ce monde-là, on veut vivre autrement, on veut une vie selon la convivialité, selon la solidarité, selon l'amitié, selon la réalisation de soi.
Et alors aussi bien sur le plan écologique, des efforts comme Pierre Rabhi et les colibris, aussi bien sur le plan de l'économie sociale et solidaire, aussi bien sur à ce mouvement convivialiste auquel nous appartenons, Patrick et moi, aussi bien un peu partout, les gens qui font les AMAP, les gens qui consomment autrement, les gens qui vivent dans des rapports nouveaux avec leurs voisins. Notre société veut vivre, et brusquement, elle tente à se refermer, non seulement parce qu'il y a déjà le profit, l'intérêt qui domine, mais maintenant la peur, la sécurité. Et donc, si vous voulez, il y a une lutte très dure à mener, qui est incertaine, mais qu'il faut absolument mener. Et avec qui un peur, parce qu'elle impliquera des réformes profondes dans les mentalités, dans l'éducation et dans la pensée. Malheureusement, nous ne sommes même pas au début de tout ça. Mais il faut dire, c'est le chemin. Sinon, on va sombrer dans toutes les barbaries. Voilà ce que je crois. Oui, de la même façon que Edgar nous appelle à réinterroger le terme de terrorisme, c'est aussi très important de le faire sur cet autre terme clé qui est celui de barbarie. Parce que pendant très longtemps, le barbare a été identifié par la pensée politique comme étant l'étranger, celui qui était extérieur au territoire. Or, nous sentons bien aujourd'hui que le barbare, ça n'est pas l'autre, c'est le contraire. On peut dire ce qui caractérise la barbarie, c'est le refus de l'autre. Ça n'est plus la diabolisation de l'autre, c'est au contraire l'absolutisation de l'identité. Dans tous les phénomènes totalitaires, on a cette situation où une identité est absolutisée et les autres sont complètement rejetés. C'est ça qui va caractériser la barbarie. Et du même coup, c'est ça aussi qui peut nous permettre de reconnaître qu'il n'y a pas un camp qui serait en soi, comme le disait George Bush à l'époque après le 11 septembre, qui serait l'axe du mal et qui supposerait qu'il y ait implicitement un axe du bien, des civilisés contre des barbares, puisque cette altération d'humanité, nous l'avons connue dans nos propres civilisations. C'est la patrie de Kant et de Beethoven qui a pu être aussi le terreau du nazisme, celle du fascisme avec Dante, celle notre propre patrie dite des droits de l'homme, du colonialisme et de l'impérialisme, etc. Donc ça veut dire que la question de la barbarie est une question qui suppose un travail sur soi, un travail en humanité, les deux faces de l'humanité. On dit souvent de façon provocatrice qu'il y a deux PFH. Il y a le putain de facteur humain, mais il y a aussi le précieux facteur humain. Comment tirer l'humanité vers le meilleur de ses potentialités créatrices, tout en travaillant sur la limitation de ce qui fait le pire de notre inhumanité. Alors ça suppose effectivement que les forces de vie sur lesquelles on s'appuie, et Edgar vient d'en citer de multiples exemples, elles se dotent aujourd'hui non seulement d'une plus grande capacité de reliance, y compris à l'échelle mondiale, ça a été l'un des grands débats du dernier Forum social mondial de Tunis, mais aussi d'une intelligence stratégique. Pierre Rabhi évoque souvent l'image du colibri, et le colibri, c'est évidemment très important de faire sa part, mais il ne faut jamais oublier que la question du colibri, c'est comment faire face à l'incendie. Donc il faut aussi une reliance et une intelligence stratégique de l'ensemble des colibris, parce que l'incendie est bien là. Et là, effectivement, on est confronté à des situations où il y a un lien étroit entre la question de la tragédie que nous vivons par rapport aux attentats et puis la question qui nous réunissait à l'origine dans ce débat, qui étaient tous les enjeux qui se jouent autour de la COP21. Je vais donner un exemple parmi beaucoup d'autres de cette intelligence stratégique. Qu'est-ce qui finance Daesh? Qu'est-ce qui permet à Daesh d'avoir une telle puissance financière? Qu'est-ce qui lui permet aussi de bénéficier d'une telle capacité dans le trafic d'armes? Le seul fait de se poser la question appelle une réponse qui relie la question des attentats à
la question de la COP 21, parce que ça s'appelle par exemple les paradis fiscaux. Il n'y aurait pas de capacité pour Daesh de blanchir son argent, l'argent du pétrole, s'il n'y avait pas les paradis fiscaux. Il n'y aurait pas le formidable trafic d'armes mondial qui représente, selon les Nations Unies, 20 fois les sommes qui permettraient de traiter la question des besoins vitaux de l'humanité, la faim, l'eau potable, les soins de base et le logement. Je cite un rapport mondial sur le développement humain. S'il n'y avait pas les paradis fiscaux, l'un des problèmes de la COP 21, Nicolas l'a bien souvent évoqué, c'est celui du financement. Les promesses qui ont été faites aux pays plus pauvres de les aider dans leur propre transition écologique et énergétique, avec par exemple ce fonds promis de 100 milliards de dollars annuels et qu'on arrive à peine à trouver. Et à côté de ça, on a plus de 20 000 milliards de dollars qui transitent dans les paradis fiscaux. Donc quand, par exemple, avec Edgar, nous participons à une chaîne de solidarité de ce mouvement qui avait été initié par l'association BISI, qui veut dire vivant, au Pays Basque, qui a été aussi à l'origine de ce beau mouvement qui est Alternativa, qui est de dire, pour poser publiquement la question de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, pour y compris dire ce débat doit être dans le cœur de la COP 21, eh bien, nous allons faire des réquisitions citoyennes de chaises pour poser la question. Voilà un exemple parmi d'autres qui permet de relier différentes actions et de construire une intelligence stratégique, parce que les points faibles de cette petite minorité dont parle Nicolas, et qu'on retrouve dans les organisations criminelles, mais qu'on retrouve aussi, il faut le dire, dans l'oligarchie financière, c'est qu'ils ont besoin de l'opacité. Ils sont fragiles sur leur capital réputation. Donc à chaque fois que nous mettons des coups de projecteur sur cette opacité et que nous les sommons de sortir de leur système de défense qui consiste à se réclamer de valeurs de civilisation alors qu'ils participent eux-mêmes de pratiques mortifères, eh bien à ce moment-là, l'intelligence stratégique des colibris, elle commence véritablement à avancer et on est vraiment dans la logique des forces de vie. Logique des forces de vie à titre personnel. On évoquait Stéphane Hessel, qui était capable, grâce à la poésie, y compris aux portes de la mort dans les camps de concentration, de se nourrir de la poésie pour résister à la logique de mort, mais aussi cette logique de la transformation sociale, qui est celle de la capacité de citoyens à se mettre debout et à prendre les responsabilités de ce qu'il faut appeler une société civique et pas simplement une société civile mondiale. J'ai écrit dans ce petit manifeste que le fatalisme des uns nourrit le fanatisme des autres. Si à Paris, nous cédons à une forme de fatalisme, on peut donner l'illusion, et on saura habilement le faire, que tout cela est ambitieux, mais si on ne lit pas au sujet que vient d'évoquer Patrick, c'est-à-dire si on n'a pas une vision totalement horizontale, si on ne va pas chercher dans tout un pan entier de la finance qui sait exonérer la solidarité, les ressources dont on a besoin. Parce que, comme le disait Patrick, on est dans une forme de mystification. On n'arrive pas à trouver 100 milliards de dollars, d'ailleurs, qui ne seront pas suffisants pour aider les pays du Sud à s'adapter. Et il en faudrait largement autant pour doper leur développement. Et dans le même temps, nous nous accommodons de 650 milliards de dollars d'exonération aux énergies fossiles pour créer un phénomène qui a des conséquences sanitaires et environnementales qui, selon le FMI ou l'OCDE, coûtent plus de 6 000 milliards de dollars. Et dans le même temps, si effectivement nous allions chercher cet argent qui repose dans les différentes plateformes offshore et qu'on les soumettait simplement à une taxation de 0,01%, y compris pour les transactions financières sur ce qu'on appelle les produits dérivés qui n'ont absolument aucune morale, on n'aurait pas besoin d'aller gratter de l'argent, toujours dans les mêmes catégories socio-professionnelles. Il faut cesser la mystification. Il faut dire les choses. Et chacun, d'ailleurs, des citoyens doit exiger la vérité. Exiger qu'on soit à la hauteur, parce que c'est un changement de paradigme. Il faut effectivement redéfinir les fins et les moyens et remettre les choses dans le bon ordre. Parce qu'à l'origine, quand il y a eu la création de l'Organisation internationale du travail, avec le fameux esprit de Philadelphie,
l'économie était bien au service de l'humain. Et éventuellement, la finance pouvait aider à ce que l'économie permette l'épanouissement de l'humain. Mais on a totalement inversé les choses. On a indexé les finances sur les besoins de l'économie et on utilise les hommes comme du simple et du vulgaire capital. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre dans le bon ordre. Alors oui, on va me dire, oula, quel chantier. Mais le chantier, il est déjà là. Je veux dire, quel chaos. Et donc, imaginez simplement qu'on va un petit peu accommoder, corriger à la marge. C'est aussi une mystification. C'est pour ça que Paris doit être un moment de vérité, un moment d'ambition. Et puis, vous savez, le terrorisme de demain, les conflits de demain vont aussi, quelque part, ou la paix, parce qu'on peut avoir une lecture positive, se déterminer quelque part aussi, parce que, je l'ai dit et répété, la crise climatique, c'est l'injustice de trop, qui va frapper encore prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui est lui-même consécutif d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, et qui parfois s'est fait sur leur dos. Donc dans un monde aussi réactif que le nôtre, c'est une inégalité supplémentaire, parce que les inégalités ne se réduisent pas simplement à des inégalités financières, se réduisent aussi à l'espérance de vie. Eh bien, cette inégalité dans un monde où maintenant tout se voit, tout se sait, tout se cristallise, tout se radicalise, elle peut achever de mettre le feu aux poudres. Donc ce n'est pas une vulgaire préoccupation environnementale, bien que c'est une préoccupation environnementale, parce que comme l'a dit Edgar, n'oublions pas que si notre écosystème, notre substrat s'effondre sous nos pieds, tout le reste semblera dérisoire. Mais c'est aussi, quelque part, un enjeu de stabilité. Et c'est pour ça que si, à Paris, on ne se met pas d'accord sur des nouvelles règles communes, sur la définition du progrès, si on ne mutualise pas nos intelligences, et puis surtout si on ne revisite pas cette espèce de promesse qui est plutôt un mensonge que nous avons fait en permanence de croire que le bonheur, c'est d'accéder à des ressources infinies, alors que nous sommes dans un monde lui-même qui est fini, et des ressources infinies pour chacun d'entre nous, qui est le modèle existant, qui lui-même génère quelque part la violence et l'impasse dans laquelle nous sommes. Donc c'est tout ce chantier. Et c'est pour ça aussi que j'en profite pour dire qu'on a besoin de penseurs, mais ils sont tellement peu nombreux. Comme si, pour certains intellectuels, le fait que l'homme puisse être un loup pour l'homme, il y a une forme d'aversion ou de compromission. Et cette quête de sens ne peut pas être simplement l'apanage des politiques. Elle ne peut pas être l'apanage non plus des observateurs médiatiques, parce que nous sommes dans une expression synthétique, et comme l'a dit Edgar, on est dans un carrefour de complexité. Et cette projection, cet horizon, on a cruellement besoin de cet éclairage, mais il faudrait que des Edgar Morin ou des Patrick Vivray soient légion, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Merci Nicolas. Dernière question. Pour mettre justement un peu de lueur, et pas que d'espoir, dans toutes ces forces vives et des forces de vie qui sont en ce moment. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le nouveau monde est déjà là, en fait. Ce n'est pas une abstraction, le futur, c'est une germination. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. On est un peu là sous le choc, on va se remettre, et on va se remettre à pousser. Et donc, si vous aviez la possibilité de parler à toute l'humanité en même temps, chacun dans sa langue, en une seule fois, si vous aviez cette capacité-là de parler à les 7 milliards d'habitants, qu'est-ce que vous diriez au monde en 20 secondes ? Je dirais que aujourd'hui, il n'y a pas seulement tous les êtres humains de tous les peuples qui sont en situation d'interdépendance mutuelle. Je dirais que tous les êtres humains, aujourd'hui, vivent une communauté de destin parce qu'ils ont les problèmes, les dangers mortels, fondamentaux, qui sont les mêmes, que ce soit les dangers de la multiplication des armes nucléaires et chimiques, que ce soit l'énorme danger de la dégradation de la biosphère, que ce soit les dangers de cette domination de la finance sur une économie elle-même vouée au seul intérêt, que ce soit la multiplication des fanatismes de toutes sortes. Bref, la planète est en danger, c'est-à-dire l'humanité, nous sommes en danger. Alors, à ce moment-là, nous devons savoir profondément
que nous ne sommes pas seulement des Français, des Européens, des Africains. Nous sommes des êtres humains qui, dans notre diversité, avons en commun ce destin d'aujourd'hui. Nous avons une menace, donc nous avons des probabilités catastrophiques, mais qu'heureusement, dans l'histoire, l'improbable est souvent arrivé et qu'il y a peut-être une issue, une nouvelle voie à faire. Et à ce moment-là, nous devons savoir que chacun d'entre nous participe à une aventure formidable qui a commencé dans la préhistoire, qui a toujours été inattendue, où s'est formé Homo sapiens, qu'on a d'ailleurs très mal nommé puisqu'il est aussi fou que sage. Et au cours de cette histoire, se sont créées des civilisations, sont mortes des civilisations, des religions, des croyances, une histoire incroyable avec les pires, la guerre, mais avec aussi des éruptions de bonté, de compréhension, que cette aventure humaine, nous en faisons partie. C'est notre destin et il faut prendre conscience de ça. Et si nous prenons conscience de notre humanité commune, ce qui n'exclut nullement, je le répète, notre appartenance à notre pays ou à notre civilisation, eh bien à ce moment-là, nous avons la possibilité d'agir. Mais tant que cette conscience n'existe pas, nous sommes condamnés à l'impuissance ou au somnambulisme. Comme tous les systèmes d'oppression, de domination, de guerre, y compris parce que nous faisons la guerre à la nature, parce que nous faisons la guerre à nous-mêmes, donc la question du buen vivir est une question centrale, et sur le plan personnel et sur le plan sociétal, et c'est la raison pour laquelle je leur dirais, comme nous l'avons dit à dernière rencontre d'Alternativa, l'arrivée du Tour de France d'Alternativa, choisir d'être heureux est un acte de résistance politique. Merci Patrick. Je leur dirais réaliser quels privilégiés nous sommes. Parce que à l'observation, contrairement à ce que l'on a pu croire, dans l'univers, la vie n'est pas la norme. Jusqu'à preuve du contraire, elle est l'exception. Et rendez-vous compte, nous faisons partie de cette exception. Et nous sommes la partie consciente de cette exception. Donc, essayons d'honorer ce privilège. Merci à vous. Merci à tous les trois et très bonne journée. Allons-nous tous honorer la vie. Merci. Il y a une humanité silencieuse, invisible, que les uns et les autres nous avons, je l'espère, rencontrée dans nos différentes expériences. Il y a une très belle humanité et elle est majoritaire. Celle qui nous affole, celle qui pille, celle qui tue, celle qui spécule, n'est pas un échantillon représentatif de l'humanité. Et moi, je veux que ces événements permettent à l'autre humanité de l'emporter définitivement. L'humanité aux deux sens du terme, communauté humaine et sentiment majeur.